Alors, pour travailler, pour délivrer ce projet, on vous propose d'utiliser un workflow pour structurer vos activités. Et ce workflow utilise des fonctionnalités de GitLab. Donc ici, je suis dans un projet que j'ai créé pour documenter les guidelines pour les projets de groupe. Et j'ai utilisé ce workflow pour écrire les documents. Donc dans ce premier webcast, je vais très rapidement présenter les différentes étapes. Et puis dans le deuxième workflow, on va le faire étape par étape. Donc on voit ici qu'on a 10 étapes à réaliser pour chaque fonctionnalité. Pas seulement pour chaque fonctionnalité, c'est aussi pour les différentes tâches que vous allez faire. Donc, si vous dites par exemple, j'ai envie de, ou j'ai besoin de faire des recherches sur Internet pour me documenter sur un framework ou pour comparer des frameworks différents, c'est aussi une activité que vous allez faire au travers de ce workflow avec l'objectif à la fin d'avoir produit quelque chose, d'avoir créer un artefact. Typiquement ici, dans ce dernier exemple, ça pourrait être un petit document, un petit fichier Markdown qui décrit le fruit de vos explorations. Donc le but, c'est d'éviter de passer beaucoup de temps sur le projet de manière pas très structurée et puis au final de dire, ben voilà, j'ai travaillé pendant 2 jours, mais j'ai pas l'impression d'avoir produit grand-chose. Donc ce workflow, un des objectifs, c'est de dire, on a peu de temps à disposition, donc il faut qu'on travaille de manière bien organisée avec des objectifs qui sont clairs, des petits incréments. Et puis à chaque fois, on va produire quelque chose. Et puis ça va nous donner confiance, ça va nous donner un certain rythme qui fait qu'on va progresser dans notre projet. Donc ce workflow ici, il est utile bien sûr quand vous allez coder, mais pas seulement. Et puis, ce qui est important, c'est ce qui est décrit dans le texte, c'est que vous n'allez pas faire ici le workflow pour une tâche qui va vous prendre 3 semaines de travail. Le but, c'est vraiment de travailler sur des cycles qui sont très très courts. C'est pour ça qu'on parle ici de rapide. Vous avez une session de travail, vous avez 2 heures devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces 2 heures? Ou mieux encore, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la prochaine heure? Essayez de définir un périmètre, un objectif à cette échelle. Évidemment, cet objectif s'inscrit dans le projet plus large, mais le but, c'est d'avoir fait tout un cycle complet, d'avoir délivré quelque chose, d'avoir délivré de la valeur dans cette session de travail. Ça veut dire qu'après, vous devez aussi faire de la planification à plus large échelle, mais ce n'est pas ce sur quoi on se concentre dans ce webcast. Donc, on a ici une représentation graphique des 10 étapes. Donc, je passe une première fois dessus. De nouveau, dans le prochain webcast, on va le faire dans l'interface utilisateur. Première chose, chaque fois que vous commencez, prenez le temps, prenez un peu de recul. Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Quel est le petit problème que vous voulez résoudre? Peut-être que ça va être, je veux faire la conception d'une partie de mon API REST. Ou ça va être, je veux coder un écran dans mon interface utilisateur. Ou ça va être, je vais faire des recherches pour comprendre comment cet outil d'intégration continue fonctionne, mais je vais m'allouer un maximum de 2 heures pour faire cette exploration et je vais me forcer de livrer de nouveau à la fin un petit document qui synthétise le fruit de mon travail. Le but, c'est aussi de permettre le partage d'informations dans l'équipe. Ce qu'on voit très souvent, c'est vous avez des gens qui travaillent beaucoup, qui apprennent beaucoup de choses, mais finalement, s'ils ne prennent pas le temps de documenter ça, eh ben, ces connaissances, elles restent uniquement dans leur tête et elles ne sont pas à disposition de l'équipe. Donc le but, c'est pas d'écrire des pages et des pages et des pages de documentation. Le but, c'est vraiment de faire une synthèse et puis de dire, bon là, j'ai passé 2 heures,
qu'est-ce que j'ai appris, de quoi je me souviens. Alors j'ai peut-être identifié 3 pages sur Internet. Dans chacune de ces 3 pages, avec quelques phrases, je vais capturer le message principal ou la chose que je vais retenir et que je vais pouvoir utiliser dans le projet. Ou si je suis tombé dans un cul-de-sac, ben, je vais aussi décrire ça. Je pensais que ce framework ou cet outil allait être utile, mais je me rends compte que pour cette raison ou cette raison, ça va pas être utile dans mon projet. Hein. Prenez le temps de documenter ce que vous apprenez en faisant ces explorations. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez, à laquelle vous devez réfléchir. Une fois que ces choses sont claires, vous allez commencer par faire une issue dans GitLab. Donc une issue, ben, c'est quelque chose qui est à faire. Hein. Ce n'est pas forcément un problème, ça peut être une nouvelle fonctionnalité, ça peut être une exploration à faire. Ça, c'est quelque chose qui est assez similaire à GitHub et qu'on a déjà utilisé dans différents cours, notamment dans Res. Donc, dans votre issue, vous pouvez évidemment mettre un texte. Prenez le temps de documenter, d'expliquer ce que vous allez faire. Vous allez voir que si vous prenez cette habitude, ça va vous obliger à être au clair sur ce que vous avez envie de faire. Très souvent, on va avoir tendance à se lancer dans quelque chose sans avoir vraiment défini les objectifs, puis on va perdre beaucoup de temps. Donc de décrire ça, c'est pas seulement utile parce que ça documente les choses, mais ça vous force à être explicite, ça vous force à expliquer ce que vous allez faire. Donc soyez pas timide, parlez tout seul aussi quand vous décrivez des problèmes ou ces objectifs. Dites, ben voilà, c'est comme si j'expliquais à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ce que je vais faire. Ce que vous pouvez aussi faire ici, ben, c'est ajouter des labels pour catégoriser vos activités. Et puis vous pouvez définir vos propres labels, donc design, implémentation, test, que sais-je encore. Et puis ce qu'on vous demande de faire aussi, c'est quand vous faites une issue, quand vous commencez, enregistrer l'estimation du temps que vous pensez nécessaire à faire la tâche. Hein. Vous pouvez utiliser ce mot-clé /estimate avec derrière 2 heures, 20 minutes, 3 jours, que sais-je encore. Le but, ben, y en a plusieurs. Hein. Le but, c'est de voir si vous êtes bon quand vous faites des estimations ou si systématiquement vous êtes trop optimiste ou trop pessimiste. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc explicitement en enregistrant ces estimations, ça va vous permettre a posteriori de faire une analyse. Donc ça c'est utile. L'autre, c'est un petit peu ce que je disais avant. Si vous dites, OK, je m'assieds, j'ai ce truc à faire, je pense que j'en ai pour 2 heures, ça vous met dans un état d'esprit où les 2 prochaines heures, elles sont allouées à cette tâche. Arrive la fin des 2 heures, est-ce que vous avez atteint votre objectif ou pas? Vous allez après pouvoir faire les adaptations nécessaires, mais ça va éviter que tout à coup vous partiez sur une tangente et puis que vous passiez 3 jours sur une tâche sans forcément réaliser que vous passez énormément de temps, beaucoup plus de temps que vous aviez prévu initialement. Donc c'est aussi de nouveau un petit truc que vous pouvez utiliser pour structurer vos activités et puis gérer votre temps. Donc ça, vous le faites tout de suite, la création de l'issue, et ce que vous faites tout de suite aussi, et ce qui est assez différent de GitHub, immédiatement vous créez une merge request. Vous allez voir qu'à ce moment-là, elle est dans un état particulier, elle est dans un état en cours, work in progress, et puis GitLab va automatiquement
préfixer le nom de la merge request avec ce mot-clé WIP. Le gros avantage en faisant ça, c'est que vous donnez un signal à votre équipe et aux observateurs. Vous vous dites, ben voilà, il y a une issue, on a peut-être un backlog avec 50 issues différentes, c'est 50 choses qu'on va devoir faire, et ben je commence à travailler sur celle-ci. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir immédiatement ce sur quoi travaillent les gens. On va pouvoir immédiatement, au fur et à mesure, voir qu'il y a des commits qui sont poussés sur la merge request, qu'il y a des commentaires qui sont mis sur la merge request. Donc on va simplement pouvoir observer ce que les autres dans l'équipe font. Mais évidemment, de temps en temps, on va même pouvoir donner ces commentaires, faire de la revue de code. Donc ça, c'est vraiment super d'un point de vue travail collaboratif. Donc n'attendez pas d'avoir terminé votre travail pour ouvrir une merge request, faites-le tout de suite. Donc une fois que vous avez fait votre merge request, GitLab va créer une branche, une feature branche. Il va utiliser des conventions pour définir le nom automatiquement. Ça, vous pouvez faire un checkout sur votre machine, sur le repos local. Et puis, vous allez après, en petits incréments, commit après commit, travailler et puis partager votre travail. Prenez l'habitude aussi, avec le mot-clé spend que vous pouvez mettre dans des commits, dans des commentaires, vous pouvez enregistrer le temps que vous passez. Donc GitLab derrière les décors va automatiquement faire l'addition de tous ces mots-clés. Et puis au final, ça va permettre de voir combien de temps a été passé sur chaque issue. Et ça va permettre aussi de comparer avec les estimations initiales. Dans cette idée de faire un travail introspectif à la fin en disant est-ce qu'on est bon dans nos estimations, est-ce qu'on est systématiquement au-dessus ou en dessous. Donc ça va, 7 et 8, c'est une boucle, vous allez faire ça plusieurs fois. Et puis finalement, à la fin, vous allez dire, bon là j'ai terminé, là il y a une étape où vous allez cliquer sur un bouton qui est un petit peu caché dans l'interface, qui s'appelle Resolve Work in Progress Status. Donc là je suis sur une merge request. De temps en temps il faut faire un reload après avoir fait le dernier commit pour qu'il apparaisse. Donc vous cliquez là-dessus. Et puis, dernière étape, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Merge, ce qui va ramener les modifications de la feature branch sur Master. Je n'ai pas du tout parlé ici de tests automatisés, de pipeline, qui sont des étapes qui doivent se passer. Voilà, j'ai déclaré que j'avais terminé mon travail, que j'avais fait des modifications de code. Évidemment, derrière, il va falloir exécuter des tests pour avoir le droit de marger sur master. Là, j'ai fait exprès de garder cette étape en dehors pour pas trop charger le workflow tout de suite. Voilà, donc là, on a les différentes étapes. De nouveau, le point le plus important, parce que c'est ce qui fait la différence avec l'utilisation standard de GitHub, c'est de faire ici ce merge request immédiatement quand on commence à travailler sur une issue, de nouveau pour signaler aux autres membres de l'équipe qu'on a commencé à travailler sur quelque chose et puis donner la possibilité de voir ce qui se passe et de faire des commentaires. Voilà, alors je vais, dans le prochain webcast, on va refaire ces étapes, mais on va le faire dans l'interface utilisateur pour qu'on voit comment ça se passe dans GitLab.